Lettres perdues au ciel, un secret inimaginable. Il y a des secrets que l'on emporte dans la tombe, et d'autres qui refusent de mourir. Une nuit pluvieuse à Lyon, un vieil homme est arrêté pour un crime qu'il jure ne pas avoir commis. Entre ses mains tremblantes, une lettre jaunie, une lettre qu'il refuse d'expliquer, une lettre qui ne doit être lue qu'après sa disparition. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ces quelques mots renferment une vérité si troublante qu'elle pourrait détruire des vies entières. Qui est cet homme que personne ne semble connaître? Pourquoi un juge puissant perd-il soudain tout son sang-froid en entendant son nom? Et surtout, que contient cette lettre qui ne doit jamais être ouverte? Abonne-toi, aime cette vidéo et dis-moi d'où tu regardes. Tu ne veux pas manquer cette histoire. Chapitre 1. L'homme qui n'a jamais existé. La pluie tombait en nappes fines sur les pavés luisants de Lyon, transformant les réverbères en halos dorés et flous. Le fleuve Rhône roulait ses eaux sombres sous les ponts de pierre, reflet d'un ciel chargé de promesses funestes. Au coin d'une ruelle bordée de façades usées par le temps, un vieil homme était assis, recroquevillé contre un mur froid. Mathieu, vêtu de plusieurs couches de vêtements usés, couvrait son corps frêle d'un manteau trop grand pour lui, troué au coude. Entre ses doigts, tremblants, une feuille jaunie bordée de traces d'humidité sur laquelle il griffonnait à l'encre délavée. Il écrivait lentement, le regard baissé, absorbé par ses pensées. Le froissement du papier et le souffle irrégulier de la pluie constituaient les seules mélodies de cette nuit figée. Les passants, emmitouflés dans leurs manteaux, passaient rapidement, détournant les yeux comme s'ils ne voulaient pas voir la misère figée sous la lueur du lampadaire. Certains le reconnaissaient. Ce vieil homme était une silhouette familière du quartier des terreaux. Mathieu ne demandait rien, il ne tendait pas la main, il écrivait toujours. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Un cri s'éleva dans la rue adjacente. Un homme en costume, silhouette imposante sous un parapluie noir, fonçait dans sa direction, le regard furibond. Derrière lui, 2 policiers avançaient d'un pas décidé. « C'est lui, je vous dis, ce clochard a volé dans ma boutique !» s'écria l'homme en pointant un doigt accusateur vers Mathieu. Le vieillard leva lentement les yeux, sa main serrant la feuille contre sa poitrine. Ses yeux gris, voilés par l'âge, rencontrèrent ceux du policier le plus jeune, Thomas, qui s'arrêta un instant, hésitant. Il connaissait Mathieu. À plusieurs reprises, il lui avait offert un café chaud lors de ses rondes nocturnes, échangeant quelques mots avec lui. Mathieu parlait peu, mais il avait cette sagesse discrète qui intriguait Thomas. « Monsieur, levez-vous s'il vous plaît », demanda l'autre policier plus âgé, le ton froid et impersonnel. Mathieu ne bougea pas. Son regard semblait sonder quelque chose au-delà de cette scène absurde. Il ouvrit lentement sa main et posa la lettre sur le pavé humide, comme une offrande silencieuse. « Fouillez-le », ordonna l'homme en costume. Thomas s'agenouilla et, avec une infinie précaution, palpa les poches du vieillard. Ses doigts rencontrèrent un papier rugueux. Il le sortit. C'était une enveloppe scellée, marquée de quelques lettres effacées par le temps. « Ouvrez-la !» insista le plaignant. Thomas hésita, croisant le regard de Mathieu. Celui-ci prit la parole d'une voix rauque, abîmée par les années. « Cette lettre ne doit être lue que lorsque je ne serai plus là. » Un frisson parcourut l'échine du jeune policier. Il ne savait pas pourquoi, mais ces mots lui parurent chargés d'un poids immense, comme un présage, un avertissement. L'homme en costume ricana, exaspéré. « Belle tentative, mon vieux. Rendez-moi mon enveloppe et qu'on en finisse. » Thomas ouvrit la seconde poche et y trouva un petit paquet de billets. Il échangea un regard incrédule avec son collègue. Tout semblait accuser Mathieu, et pourtant, il y avait quelque chose qui clochait. « Monsieur Mathieu, nous allons devoir vous emmener au poste », annonça le policier d'une voix ferme mais posée. Mathieu ne protesta pas. Il se releva lentement, ses vieux os protestant sous l'effort. Avant qu'on ne lui passe les menottes, il tendit la lettre à Thomas. « Promettez-moi une chose. Lisez cette lettre lorsque tout sera fini. Mais souvenez-vous, quand vous comprendrez, il sera trop tard. » Thomas resta figé, les doigts refermés sur l'enveloppe, tandis que Mathieu était conduit à la voiture de police. Le moteur démarra, se fondant dans le bruit de la pluie battante. Sous la lueur des réverbères, l'enveloppe semblait presque scintiller dans les mains du jeune policier. Il ne le savait pas encore, mais cette nuit serait le début d'une descente aux enfers, une vérité enterrée depuis trop longtemps qui s'apprêtait à refaire surface. Et plus il creuserait, plus l'abîme serait profond. Chapitre 2.
le passé qui n'existe pas. Le commissariat de Lyon était un bâtiment imposant, une forteresse grise où les âmes perdues venaient s'échouer. Dans une petite salle d'interrogatoire aux murs froids, Mathieu était assis, les poignets entravés par des menottes trop serrées. La lumière blafarde d'un néon vacillant dessinait des ombres creusées sur son visage, marqué par le temps. Face à lui, Thomas, les bras croisés, fixait la lettre que le vieil homme lui avait confiée. Il n'avait pas osé l'ouvrir. Une sorte de crainte sourde s'était insinuée en lui, comme si le contenu de cette lettre pouvait changer à jamais sa vision du monde. « Mathieu, vous devez comprendre que tout joue contre vous », commença Thomas d'un ton mesuré. « On a retrouvé l'enveloppe sur vous et le commerçant vous a formellement identifié. » Le vieillard esquissa un sourire fatigué, levant les yeux vers le jeune policier. « Tout joue contre moi depuis longtemps », murmura-t-il. Thomas poussa un soupir et ouvrit un dossier devant lui. « J'ai fait quelques recherches. Je n'ai trouvé aucune trace de vous dans les registres d'état civil. Aucun dossier médical. Rien. C'est comme si vous n'existiez pas. » Un silence pesant s'installa. Mathieu ne semblait pas surpris, parce que peut-être je n'existe plus depuis longtemps. Les mots s'accrochèrent dans l'air, suspendus entre eux. Thomas sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Dehors, la pluie redoublait d'intensité. Et pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette pièce, Thomas sentit que l'histoire qui commençait à se dévoiler était bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Chapitre 3. L'ombre du juge. Le lendemain matin, la lumière grise de l'aube perçait à travers les fenêtres sales du commissariat. Thomas n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assis à son bureau, la lettre de Mathieu devant lui, il hésitait encore à l'ouvrir. Une nouvelle pièce s'ajouta au mystère lorsque le dossier de l'affaire fut transmis au juge chargé du procès. Étienne Dufresne. Dès qu'il lut le nom de l'accusé, le visage du magistrat se figea. Il resta silencieux un moment, puis referma le dossier d'un geste sec. « Classez cette affaire rapidement », murmura-t-il à son greffier. Mais pourquoi un juge aussi intransigeant semblait-il si troublé par un simple clochard? Chapitre 4. La vérité en suspens. Le temps semblait s'être ralenti dans le bureau du juge. Étienne Dufresne s'était levé et fixait l'horizon par la large baie vitrée de son bureau, les mains tremblantes. Il connaissait ce nom, Mathieu, ou plutôt l'homme qui prétendait être Mathieu. Pendant ce temps, Thomas ne pouvait ignorer son instinct. Il revint au commissariat et commença à fouiller les archives. Il trouva des dossiers vieux de plusieurs décennies où le nom de Dufresne apparaissait à plusieurs reprises, mais pas celui de Mathieu. Rien, comme si cet homme avait été effacé des registres officiels. Il ouvrit finalement la lettre. Les premiers mots le figèrent. « Mon fils, je n'ai jamais cessé de te chercher. » Un frisson le parcourut. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce un message destiné au juge Dufresne? Pendant ce temps, au fond d'une cellule, Mathieu, fatigué et amaigri, regardait le mur humide devant lui. Il savait que l'histoire qu'il portait finirait par éclater. Mais il ignorait encore si, cette fois, il serait enfin écouté. Chapitre 5. Le jugement silencieux. Le bureau du juge Étienne Dufresne était plongé dans une lumière tamisée par les épais rideaux bordeaux qui filtraient de la clarté matinale. Derrière son bureau en acajou massif, Étienne tenait le dossier de Mathieu entre ses doigts crispés. Il avait passé la nuit à relire chaque détail, chaque mention de ce nom qui refusait de disparaître de son passé. Dans le silence pesant de la pièce, son regard tomba sur une vieille photographie en noir et blanc, encadrée sur le mur, un portrait de famille. Un homme se tenait droit au centre, un bras protecteur posé sur l'épaule d'un jeune garçon. L'homme avait le même regard que Mathieu. Une sueur froide coula dans le dos d'Étienne. Un coup discret sur la porte le tira de ses pensées. « Monsieur le juge », murmura son greffier en passant la tête, « l'accusé est prêt à être entendu. » Étienne ferma les yeux un instant, expira profondément et posa délicatement le dossier sur son bureau. Il savait que cette rencontre allait changer le cours de sa vie. Pendant ce temps, Thomas se trouvait dans la salle d'interrogatoire. Il avait enfin ouvert la lettre de Mathieu. Ses mains tremblaient en parcourant les premières lignes. « Mon fils, il y a des vérités qu'un homme ne peut enterrer sans qu'elles ne reviennent le hanter. » Le souffle de Thomas se coupa. Il releva les yeux vers Mathieu, toujours assis face à lui, le regard perdu dans un passé que seul lui semblait comprendre. Était-ce une confession, un aveu crypté, mais surtout, à qui était réellement destinée cette lettre? Chapitre 6. Les ombres du passé. Le silence de la salle d'interrogatoire était lourd.
presque étouffant. Thomas tenait toujours la lettre entre ses mains tremblantes, incapable de détacher son regard des mots tracés à l'encre noire. Chaque phrase semblait peser une tonne, s'imprimant dans son esprit comme une vérité qu'il n'était pas encore prêt à affronter. De l'autre côté de la table, Mathieu restait impassible, le regard rivé sur le mur d'un gris terne, comme s'il revivait chaque fragment du passé à travers ses pensées. Sa respiration était lente, mesuré, et un léger frisson parcourait son corps amaigri. « Dites-moi la vérité », souffla Thomas, brisant enfin le silence. « Qui êtes-vous vraiment ?» Mathieu tourna doucement la tête vers lui et planta son regard voilé dans celui du jeune policier. Un sourire triste effleura ses lèvres ridées. « Vous avez lu la lettre, n'est-ce pas ?» Thomas hocha la tête, son estomac était noué. La lettre contenait des révélations troublantes, un secret que personne n'avait osé évoquer depuis des décennies. Elle parlait d'un homme disparu, d'un crime jamais élucidé et d'un fils qui avait grandi en ignorant tout de son passé. Si ce que vous écrivez est vrai, cela signifie que sa voix se brisa. Il ne pouvait terminer sa phrase. Tout son être refusait d'accepter l'implication évidente de cette révélation. Mathieu prit une inspiration profonde et croisa ses mains usées sur la table. Il y a des vérités que l'on cache non pas pour se protéger soi-même, mais pour épargner ceux que l'on aime, murmura-t-il. Mais parfois, elles finissent par nous rattraper malgré tout. Thomas ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit sourd le fit sursauter. La porte de la salle venait de s'ouvrir brusquement, laissant apparaître une silhouette rigide, le juge Étienne Dufresne. Son visage était fermé, mais une lueur de tension trahissait son calme apparent. Il posa un regard dur sur Mathieu avant de reporter son attention sur Thomas. « Sortez !» ordonna-t-il d'une voix glaciale. « Monsieur le juge, Maintenant, coupa Dufresne, sans laisser place à la discussion. Thomas serra les dents et lança un dernier regard à Mathieu avant de quitter la pièce. Mais alors qu'il refermait la porte derrière lui, il jura voir une étincelle d'émotion passer fugacement dans les yeux du juge. De la colère, de la peur, ou peut-être du remords. Dans la pénombre de la salle, Mathieu se redressa légèrement. Il savait que ce moment arriverait. Il savait que son passé ne pouvait rester caché éternellement. Face à lui, Étienne Dufresne s'assit lentement, posant ses mains croisées sur la table. « Tu aurais dû rester mort », souffla-t-il d'une voix presque inaudible. Mathieu esquissa un sourire amer, et pourtant, me voilà. Le silence s'installa de nouveau, pesant comme une condamnation qui n'avait jamais été prononcée. Chapitre 7. L'affrontement. La tension entre Mathieu et le juge Dufresne emplissait la salle comme une brume épaisse, rendant chaque respiration difficile. Mathieu observa l'homme en face de lui avec une intensité qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. « Pourquoi ?» demanda finalement Dufresne, sa voix plus rauque que d'habitude. Mathieu haussa légèrement les épaules, un sourire triste sur les lèvres. « Parce que la vérité mérite d'être révélée, peu importe le temps qu'elle met à ressurgir. » Dufresne serra les poings sous la table, tentant de contenir l'ouragan d'émotions qui le traversait. Il avait passé des années à effacer ce nom de son existence, à le reléguer à un passé lointain et indésirable. Et maintenant il était là, en chair et en os, prêt à tout faire basculer. « Tu n'aurais jamais dû revenir », murmura-t-il. « Ce n'est pas moi qui suis revenu, c'est le passé », répliqua Mathieu, le regard perçant. « Et il est temps que tu l'affrontes. » Dufresne ferma les yeux un instant, inspirant profondément, avant de les rouvrir. Son masque de froideur était fissuré, mais encore en place. « Si tu dis quoi que ce soit, tu détruiras plus d'une vie », prévint-il. Mathieu le fixa longuement, avant de répondre, sa voix empreinte de tristesse. « Ce n'est pas moi qui ai commencé à détruire des vies. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Quelque chose était sur le point de se briser, et ils le savaient tous les deux. Chapitre 8. L'engrenage du destin. Le silence oppressant de la salle d'interrogatoire était seulement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Le regard de Mathieu restait impassible, mais une lueur de défi persistait dans ses yeux fatigués. Face à lui, Étienne Dufresne semblait pris dans une tempête intérieure, ses doigts crispés sur le rebord de la table. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda finalement Dufresne, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Mathieu haussa légèrement les épaules, un sourire amer effleurant ses lèvres ridées. « Parce qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas enterrer éternellement », dit-il calmement. Dufresne se redressa brusquement, repoussant sa chaise en arrière. Il inspira profondément, cherchant à contenir la rage qui menaçait d'exploser. « Tu ne comprends pas »,
grogna-t-il. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de tout détruire. Mathieu croisa les bras sur la table, son regard fixé sur le juge. Non, Étienne, ce que j'ai fait, c'est survivre. Ce que j'ai fait, c'est accepter la vérité, alors que toi, tu l'as fuyie toute ta vie. Dufresne serra la mâchoire. Il y avait une douleur sourde dans ses yeux, un mélange de colère et de peur. Mais derrière cette façade, Mathieu pouvait voir quelque chose de plus profond, un regret, une blessure jamais refermée. Un bruit dans le couloir interrompit leur échange. La porte s'ouvrit brusquement et Thomas entra précipitamment, son visage pâle, les sourcils froncés. « Juge Dufresne, dit-il, essayant de garder son calme. On vient de trouver un dossier dans les archives, un dossier classé confidentiel, à votre nom. » Le silence qui suivit fut glacial. Mathieu ne détourna pas son regard du juge. « Le passé finit toujours par nous rattraper, Étienne, » murmura-t-il. Dufresne sembla vaciller une seconde, avant de tendre la main vers Thomas. « Donnez-moi ce dossier, » ordonna-t-il. Mais Thomas ne bougea pas. Il observait le juge avec un mélange d'inquiétude et de défiance. Ce dossier contient des documents sur un procès, il y a 30 ans. Un homme accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Un homme qui a disparu du jour au lendemain. Il y a même une lettre, signée par le procureur de l'époque. Elle parle d'un arrangement pour faire disparaître les preuves. Le souffle de Dufresne se coupa. Il savait exactement de quoi parlait Thomas. Mathieu, lui, ne bougea pas. Il attendait. Ce n'était pas un arrangement, murmura enfin le juge. C'était une condamnation. Chapitre 9. L'héritage du mensonge. Thomas déposa lentement le dossier sur la table. Le silence qui suivit fut plus lourd que jamais. « Vous avez orchestré tout ça, n'est-ce pas ?» souffla Thomas, son regard accusateur planté dans celui du juge. Dufresne détourna les yeux, ses épaules s'affaissant légèrement sous le poids de ses propres erreurs. « J'étais jeune, balbutia-t-il. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. » Mathieu eut un rire sans joie. « Ce qu'on t'a dit de faire ? Étienne, tu as détruit ma vie. Tu as signé mon arrêt de mort. Et tout ça pourquoi ? Pour protéger ta carrière ?» Le juge ferma les yeux, secoué par un tremblement imperceptible. « J'ai cru que c'était la seule solution. J'ai cru qu'il fallait sacrifier une vie pour en protéger d'autres. » Thomas observa la scène, partagé entre la colère et la pitié. Mathieu, lui, hocha la tête comme s'il comprenait enfin. « Tu as vécu avec ce mensonge pendant 30 ans, murmura-t-il, et moi j'ai survécu à ton silence. » Dufresne inspira profondément avant d'ouvrir lentement le dossier devant lui. Les mots imprimés sur les pages jaunies lui sautèrent aux yeux, chaque phrase lui rappelant ce qu'il avait tenté d'oublier. « Il est temps de tout dire, Étienne, » dit Mathieu d'une voix douce mais ferme. Le juge referma les yeux. Il savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Chapitre 10. Le jugement dernier. Le tribunal était silencieux, l'atmosphère chargée de tension. Tous les regards étaient tournés vers Étienne Dufresne, debout à la barre des témoins. Devant lui, Mathieu attendait, son visage marqué par l'usure du temps mais illuminé par une étrange sérénité. Le juge prit une profonde inspiration et se tourna vers l'assemblée. Il y a 30 ans, un homme a été condamné à tort. Et cet homme, c'est Mathieu. Un murmure parcourut la salle. La confession était tombée comme une lame de guillotine, tranchante et irrévocable. Thomas, debout au fond de la pièce, sentit une vague d'émotion le submerger. Il avait passé des jours à chercher la vérité, à lutter contre ses propres doutes. Et maintenant, il la tenait enfin. Mathieu, lui, ne bougea pas. Il observa Étienne avec une intensité silencieuse, attendant la suite. « J'ai signé son arrêt de mort », continua Dufresne. « J'ai falsifié des preuves, j'ai enterré la vérité. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots. Il baissa la tête, incapable de soutenir plus longtemps le poids du silence. Le procureur se leva. « Dans ce cas, monsieur le juge, vous savez ce que cela signifie ?» Dufresne hocha la tête. Il savait. Quelques minutes plus tard, il fut conduit hors de la salle d'audience, sous les regards médusés de ceux qui avaient autrefois respecté son autorité. Mathieu soupira profondément, observant le spectacle sans triomphe. Il n'y avait pas de victoire ici, seulement des années perdues et une vérité enfin révélée. Thomas s'approcha de lui et lui tendit une enveloppe. « C'est pour vous. » Mathieu prit l'enveloppe et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une seule feuille de papier jauni. Il reconnut immédiatement l'écriture. « Mon fils, je n'ai jamais cessé de te chercher. » Un frisson parcourut son corps. Une larme solitaire roula sur sa joue ridée. Après toutes ces années, enfin, il comprenait. Et cette fois, il n'était plus trop tard.
Chapitre 11. L'ombre de la rédemption. Le silence s'était abattu sur la salle d'audience après la confession de Dufresne. Les murmures indignés des spectateurs s'étaient dissipés, laissant place à une tension sourde, presque palpable. Mathieu restait immobile, observant son ancien bourreau se faire emmener hors du tribunal. Il n'y avait ni satisfaction ni triomphe dans ses yeux, seulement une lassitude profonde, celle de quelqu'un qui avait trop attendu pour voir la justice être rendue. Thomas s'approcha de lui, son regard empli d'une admiration mêlée de respect. Il hésita un instant avant de parler. « Et maintenant, que comptez-vous faire » Mathieu baissa les yeux sur la lettre qu'il tenait entre ses doigts. L'écriture tremblante, l'encre légèrement effacée par le temps. Ces mots qu'il avait longtemps cru ne jamais revoir lui donnaient une étrange impression de vertige. « Je crois que je vais enfin rentrer chez moi », murmura-t-il. Thomas hocha la tête sans rien ajouter. Il savait que ce « chez lui » n'était pas un lieu, mais un état d'esprit. Après des décennies de fuite et de douleur, Mathieu allait pouvoir tourner la page, poser son fardeau et retrouver une paix qu'il pensait perdue. Mais alors qu'il franchissait les portes du tribunal, un détail attira son attention. Une silhouette, immobile sur les marches, le regard fixé sur lui. Une femme, la cinquantaine élégante, une écharpe en soie nouée autour du cou. « Mathieu !» souffla-t-elle. Il s'arrêta net. Sa gorge se serra. Il ne l'avait pas vue depuis tant d'années qu'il en avait presque oublié son visage. Claire, leurs regards se croisèrent, et tout le poids du passé leur revint d'un coup. Chapitre 12. L'écho des jours perdus. Les rues de Lyon étaient baignées par la lumière dorée du crépuscule. Assis à une terrasse de café, Mathieu et Claire se faisaient face. Le silence entre eux chargé d'émotions indicibles. « Je ne savais pas si j'allais te revoir un jour », murmura-t-elle en jouant nerveusement avec sa tasse de thé. Mathieu esquissa un sourire fatigué. « Moi non plus, mais il faut croire que certaines choses sont inévitables. » Elle hocha la tête, les yeux brillants d'une émotion contenue. « Après ta disparition, j'ai cherché, longtemps, mais tout le monde disait que tu étais mort. Alors j'ai essayé d'avancer. J'ai eu une famille, une vie. » Il ferma brièvement les yeux. Il n'avait jamais voulu lui imposer cela, jamais voulu qu'elle souffre de son absence. Mais le destin en avait décidé autrement. « Je suis heureux pour toi, Claire. » Un silence. Puis elle posa sa main sur la sienne. « Et toi, tu es heureux ?» Mathieu inspira profondément. Cette question, il ne se l'était jamais posée. Il avait survécu, lutté, enduré. Mais le bonheur, était-ce encore quelque chose auquel il pouvait prétendre ? Peut-être que je vais enfin apprendre à l'être. Un sourire, cette fois sincère, se dessina sur les lèvres de Claire. Alors, il n'est pas trop tard. Mathieu contempla le ciel qui se teintait de nuances ambrées. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une étrange légèreté. « Non », murmura-t-il, « il n'est jamais trop tard. » Et alors que le vent soufflait doucement sur Lyon, emportant avec lui les dernières ombres du passé, Mathieu sut qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait enfin. Parfois, la vérité n'apporte pas la paix. Elle laisse simplement un vide que personne ne peut combler. Que feriez-vous si votre passé, celui que vous aviez enterré depuis des décennies, refaisait soudain surface? Si chaque mensonge, chaque décision que vous pensiez oublier revenait vous hanter? Auriez-vous le courage d'affronter la vérité, même si elle pouvait tout détruire? Mathieu a survécu, pas pour se venger, mais pour retrouver une partie de lui-même qu'on lui avait volée. Mais à quel prix? Et vous, que feriez-vous à sa place? Pardonneriez-vous? Laisseriez-vous le passé vous définir? Ou choisiriez-vous d'écrire votre propre fin? Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous. Laissez un like et partagez cette vidéo. Et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Votre soutien est essentiel pour que ces récits continuent d'exister.